Et on est en live. Hop. Bonjour à tous, on vous laisse rentrer doucement dans la salle avant de commencer. N'hésitez pas à nous faire un petit bonjour dans le chat. Super. Bonjour Nathalie, bonjour Anne. Hop. Super, ça commence à arriver, c'est top. Alors aujourd'hui, vous êtes 92 inscrits. Donc voilà, on vous laisse arriver tout doucement. Super. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier de trajectoire tourisme. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore ce format, les ateliers, c'est 45 minutes et pas plus. Et l'objectif, c'est de vous faire découvrir de façon rapide et pratique de nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui vont vous aider au quotidien, au travail. Ce format, on l'avait lancé en avril dernier, alors déjà lors du premier confinement. Donc, on a souhaité continuer ce format d'atelier. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les replays des anciens ateliers sur le site de Trajectoire Tourisme. Je vous mettrai tout à l'heure le lien dans le chat. Aujourd'hui, du coup, on va commencer une nouvelle série de 4 ateliers qui s'intitule « L'art de minimiser le travail inutile ». Alors, pourquoi ce titre un peu provocateur? C'est parce qu'on se rend compte ou non que dans nos quotidiens, dans nos missions, il y a à peu près un tiers de nos tâches qui sont un peu parasitées par voilà, des choses qui sont peu efficaces au niveau de l'organisation de vos réunions. Ça peut être aussi l'accumulation de vos boîtes, dans votre boîte mail de mails, des gestions de projets pas toujours bien gérées ou encore des to-do list qui n'en finissent pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que avec cette série de 4 ateliers, on, on va vous donner des clés voilà, pour essayer de minimiser ce travail un petit peu parasite. Donc là, je vous mets les dates des 4 ateliers. Donc aujourd'hui, c'est sur les réunions sans ordre du jour. Donc vous pourrez vous inscrire, si ce n'est pas déjà le cas, sur les prochains ateliers. Pour ces ateliers, je serai accompagnée de Jeanne de Kerdrel de l'agence Semawi. Donc Jeanne, tu es formatrice et facilitatrice sur toutes les questions de coopération d'équipe, c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis donc associée de la SCOP Semawi. Nous sommes situés à Grenoble et notre métier, c'est d'accompagner des entreprises sur l'organisation interne. Alors, à la fois du point de vue des gestions de projets et notamment des réunions, donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui, mais aussi du point de vue de la gouvernance, donc la façon dont on s'organise et dont on peut prendre des décisions ensemble en équipe. Eh ben, super. Alors, avant de commencer le live, je refais un petit point pratique pour que cet atelier se passe dans les meilleures conditions. Si vous avez des problèmes de son, alors je vois que dans le chat, il y a des petites remarques sur le bruit de fond. Alors malheureusement, on n'a pas bien le choix, c'est le micro de Jeanne qui ne fonctionne pas très bien là aujourd'hui, mais pour les prochains, on va faire mieux. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, si à un moment vous ne nous entendez plus, reconnectez-vous avec le lien que vous avez reçu par mail et utilisez de préférence le navigateur Google Chrome. Je vous invite également tout de suite à appuyer sur le petit bouton où il y a une horloge en haut. Désactiver le son de vos notifications, ça vous évitera de recevoir plein de petits whiz quand quelqu'un va commenter. Et sinon, donc, pendant ces 45 minutes, vous allez quand même pouvoir interagir avec nous. Donc, dans l'onglet chat, si vous avez des petits problèmes, toutes vos questions, essayez de les centraliser dans l'onglet questions. Et si vous voyez qu'il y a des questions qui vous intéressent, vous pouvez les liker. Ça nous permettra de filtrer plus facilement. Et puis, le troisième onglet, ça sera pour l'onglet sondage. Donc, comme son nom l'indique, vous aurez des sondages et il faudra répondre dans cet onglet. Je rappelle que cet atelier est enregistré, donc vous aurez le replay à l'issue de ce live et il sera, comme je le disais tout à l'heure, directement mis sur le site de Trajectoire Tourisme.
Alors, on va pouvoir commencer ce premier atelier, les réunions sans ordre du jour. Mais qu'est-ce qu'on entend finalement derrière ce titre de réunion sans ordre du jour? Je me tourne vers toi, Jeanne. Est-ce que typiquement les réunions sans ordre du jour, c'est des réunions sans objectif? Alors, avec cette question, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, non, les réunions sans ordre du jour ne sont pas des réunions sans objectif. Par contre, ce que je vais essayer de vous montrer dans mon propos, c'est différents formats qui permettent justement de séparer différents objectifs de réunion. Parce que pour moi, une des clés d'une réunion efficace, c'est de ne pas confondre les objectifs et ne pas les multiplier dans le même créneau de réunion. Pour aller du coup un peu plus loin et savoir où vous en êtes sur ce sujet, je propose qu'on fasse notre premier sondage, à savoir qu'est-ce que, pour vous, une réunion efficace? Alors, si vous avez bien suivi ma petite intro, vous allez pouvoir répondre directement dans l'onglet sondage. Donc, qu'est-ce qui rend selon vous une réunion efficace? Est-ce que c'est une réunion qui commence et termine à l'heure? C'est un objectif clair et défini? C'est quand il y a une personne qui est là pour animer? Est-ce que c'est lorsqu'on a un ordre du jour écrit à l'avance? Ou est-ce que c'est un compte-rendu réalisé pendant la réunion? Ça peut être aussi tout ça. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, ça se passe dans l'onglet sondage. Du coup, hop. Est-ce que tu vois les réponses, Jeanne, du coup, au sondage? Non, tu les vois pas? Non, là je ne les vois pas, peut-être qu'il faut que je vote aussi. Oui, il faut que tu votes, ouais, exactement. Voilà, ça y est. Donc, globalement, les deux éléments vraiment principaux pour une réunion efficace, selon vous, c'est un objectif clair et quand il y a une personne pour animer. Ok, très bien. Ça me donne une idée de ce sur quoi je vais pouvoir étayer mon propos. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous parler aujourd'hui de ce thème des réunions sans ordre du jour? Pour moi, le cœur du sujet, c'est parce que les formats dont je vais vous parler, c'est des formats qui permettent de s'adapter à l'imprévu et de développer finalement des méthodologies agiles pour gagner du temps en réunion. Dans ce webinaire qu'on va partager ensemble cet après-midi, je vais vous parler de 4 formats de réunion qui me semblent particulièrement intéressants parce qu'ils n'ont pas d'ordre du jour. Et je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut être efficace. Alors, si je reviens juste avant. Efficace, pourquoi? Pour moi, l'intérêt principal des formats de réunion sans ordre du jour, c'est le gain de temps. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de préparer un ordre du jour en avance. En fait, j'observe que c'est pas toujours facile de prévoir un ordre du jour en avance parce que il faut pouvoir se coordonner avec plusieurs personnes. Tout le monde ne répond pas forcément quand on sollicite voilà, un recueil de sujets pour faire un ordre du jour. Et puis, il y a toujours des sujets plus brûlants que ce qu'on avait prévu qui peuvent arriver en début de réunion. Donc, en fait, dans les réunions sans ordre du jour, ce qu'on vise, c'est à effacer tout ce temps avant une réunion que l'on peut passer à constituer un ordre du jour. Ça paraît assez simple comme ça à dire, mais mine de rien, on gagne beaucoup de temps. Alors, à quoi ressemblent ces différents formats? Comme je l'ai dit, une réunion sans ordre du jour, ça ne veut pas dire que c'est une réunion sans objectif, et bien au contraire. Pour moi, vraiment, un des intérêts principaux, c'est de pouvoir proposer des formats courts qui vont répondre à chacun un objectif différent. Et cela suppose de se poser quelques instants sur les différentes réunions qu'on peut avoir dans son agenda et essayer de distinguer finalement qu'est-ce qui est une réunion avec un objectif très opérationnel, dans un projet par exemple, qu'est-ce qui est une réunion où on va plutôt partager, faire remonter des informations, et qu'est-ce qui relève d'un temps de partage dans l'équipe, ou encore d'une réunion où on va prendre des décisions. Et je vous invite du coup à faire ce petit exercice et à essayer de distinguer quels sont les différents objectifs que vous avez dans vos réunions et à essayer de les décorréler pour adapter un format de réunion à un objectif. Concrètement, j'ai dit que j'allais vous parler de 4 formats de réunions sans ordre du jour. Vous allez voir, je les ai classés par durée, donc du format le plus court,
15 minutes au format le plus long, c'est-à-dire une journée. Alors, le premier format dont je vais vous parler, c'est celui de la mêlée. Si vous êtes adepte des pratiques agiles, c'est sûrement un terme qui va vous parler. La mêlée, c'est une réunion quotidienne de 15 minutes dont l'objectif est de partager de l'information sur là où on en est dans un projet. Concrètement, ce qu'on va essayer de faire avec ses collaborateurs, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qu'on va commencer dans sa journée, qu'est-ce qu'on a terminé, et éventuellement là où on aurait besoin d'aide. Donc c'est très court, c'est une réunion qui se tient debout, c'est très efficace pour faire des réunions courtes quand on est debout, et c'est quelque chose qui est quotidien. Il y a une prise de parole d'à peu près 1 minute par personne. Et évidemment, il y a un nombre de participants limité, c'est-à-dire qu'au-delà de 12 personnes, ça devient compliqué de faire une mêlée. Donc c'est très adapté dans une équipe qui travaille ensemble au quotidien, qui se connaît bien et qui est de taille réduite. Ça, c'est le premier format, la mêlée. Peut-être que vous avez déjà des questions. Samantha? Ouais. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pas encore de questions? Ouais. N'hésitez pas si vous voulez aller qu'on éclaire certains points sur déjà voilà cette première forme de réunion d'équipe. N'hésitez pas, c'est dans l'onglet questions. Mais sinon, du coup, Jeanne, je pense que tu peux poursuivre. Très bien. Je rajouterai un mot quand même. Oui, c'est à l'origine une réunion qui se tient debout, mais je vous rassure, c'est aussi une réunion qu'on peut faire en visio et que avec mon équipe, nous, on pratique au quotidien et qu'on a continué à pratiquer pendant le confinement passé, qu'on va continuer à pratiquer pendant le confinement qui arrive. Et l'objectif à travers la remontée d'infos, c'est vraiment de garder le fil en équipe et c'est extrêmement efficace. Alors, l'autre format dont j'ai envie de vous parler, c'est la réunion par points. Là, on est sur un format de réunion vraiment opérationnel, connecté au projet, qui dure entre 45 minutes et 1 heure. La réunion par points, c'est une réunion qui est inspirée de Holacracy. Holacracy, c'est un système de gouvernance partagée où il y a notamment un format de réunion qui est ce qu'on appelle la réunion tactique. Et l'objectif est de pouvoir traiter tous les points qu'on a à traiter dans un projet. Et le principe, c'est de pouvoir faire l'ordre du jour séance tenante. L'idée, c'est, à travers ce format, d'avoir un ordre du jour qui se fait au début de la réunion, c'est d'avoir une réunion qui est vraiment 100% connectée à l'activité et à l'actualité en fait, d'une équipe ou d'un projet. Évidemment, la réunion dure entre 45 minutes et 1 heure, donc il y a une conscience partagée aussi du nombre de points qu'on met à l'ordre du jour. Typiquement, si on a 40 points pour 40 minutes de réunion, on sait qu'on ne va pas tous les traiter, ou alors de manière peu qualitative. Donc en fait, l'ordre du jour, il se fait en début de réunion, et il y a une sorte d'autorégulation dans le groupe, et une priorisation individuelle, en fait, des points amenés à l'ordre du jour. Le facilitateur prend les points un par un, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de détecter la personne qui amène le point, quel est son besoin, et d'essayer de mettre en face une action ou un projet qu'elle pourrait prendre pour faire avancer le point bloquant. Dans cette réunion, il y a énormément d'informations qui passent, c'est très précieux, et en fait, en 45 minutes, on peut débloquer beaucoup de situations juste par l'échange d'infos et le fait de pouvoir se faire des demandes, de prendre une prochaine action ou un prochain projet. Là aussi, au-delà de 12 personnes, c'est des formats qui deviennent compliqués parce qu'en 45 minutes, si on veut traiter plusieurs points par personne, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais sur une équipe de 10, je trouve ça relativement efficace si c'est fait de manière régulière. Par exemple, une fois toutes les 2 semaines, 45 minutes de réunion par point, où on a cet effet un peu de garde triage pour savoir où trouver la réponse à ces questions pour lever les blocages. Ça permet d'avancer de manière très efficace dans un projet. Alors moi j'ai une petite question en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions d'internautes. La réunion par points, ça se fait globalement plus sur de la gestion de projet ou ça peut être une réunion d'équipe au quotidien, en tout cas dans des missions qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres? C'est une bonne question. Pour moi, c'est adapté aux deux. Disons qu'on reste quand même dans un objectif relativement opérationnel où le résultat de cette réunion, c'est la décision d'action ou la décision de projet pour chacun. Quand je dis projet, c'est par exemple
le prochain webinaire est organisé pour le mois de novembre. Ça, c'est un projet qu'on pourrait avoir à l'issue d'une réunion de triage. Donc, on garde vraiment cet aspect opérationnel, mais ça peut très bien servir sur une réunion d'équipe où les points vont peut-être être des points moins opérationnels, mais plus peut-être de l'ordre relationnel ou du passage d'infos. En tout cas, l'idée, c'est de toujours avoir quelqu'un qui apporte un point et le facilitateur qui fait en sorte qu'on ait bien répondu à ce point-là et qu'on y ait répondu de façon opérationnelle, donc encore une fois, avec une décision d'action ou un projet engagé. Ok. Et tu disais en tout début qu'en règle générale, le groupe va lui-même un peu filtrer et prioriser les points. Comment on peut faire si on n'arrive pas justement naturellement à prioriser et que tout le monde a envie de faire débloquer son point de blocage peut-être? Oui, tout à fait. Un bon filtre, en tout cas que moi je trouve intéressant, c'est de se demander à soi-même le point que j'apporte, est-ce que je sais qui peut y répondre et est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à ma question? Si je sais qui peut me répondre et qu'il suffit d'un dialogue à deux pour pouvoir débloquer, bah dans ces cas-là, je n'amène pas ce point en réunion. Par contre, il y a aussi des moments où je peux bloquer sur un sujet et ne pas savoir qui peut m'aider à le débloquer. Bon, voilà. Là, ça veut dire que c'est un sujet intéressant à amener dans la réunion parfois. Et puis après, il y a le fait besoin de partager une info au groupe. Bon, bah, là, typiquement, c'est un sujet intéressant pour ce type de réunion. Mais voilà, en fait, la régulation va se faire dans ce côté, est-ce que j'ai besoin du collectif sur ce point-là ou est-ce qu'en fait, c'est quelque chose que je peux traiter en direct avec une autre personne? Ok, donc ça c'est vraiment, je pense, c'est un point à insister quand on veut choisir son mode de réunion. Pour l'instant, pas de questions. Alors, soit c'est limpide, soit voilà, les questions arriveront en cours de route, il n'y a pas de souci. Très bien. Je vois en plus qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Donc voilà, si vous prenez en cours de route, là, c'est un premier atelier qui parle des réunions sans ordre du jour. Et des réunions qui peuvent se faire aussi bien en présentiel qu'à distance, parce que maintenant, on sait que le format à distance va être de plus en plus utilisé ou de façon, on va dire, délibérée ou un peu forcée en tout cas. Tout à fait. Bon, on va continuer notre cheminement à travers ces 4 formats. On en a déjà vu 2, donc la mêlée et la réunion par points. Des formats relativement courts. Et là, je vais passer à 2 autres formats, la rétrospective et le forum ouvert. Alors, la rétrospective. Pareil, si vous êtes un adepte des pratiques agiles, c'est sûrement un format de réunion que vous avez déjà croisé. C'est un format d'1h30. Et l'objectif est de pouvoir débriefer d'un projet et d'enclencher une démarche d'amélioration continue dans une équipe. Très concrètement, l'idée, c'est de se dire, au lieu de lancer un projet, de réaliser jusqu'à son terme et ensuite de faire le bilan, c'est d'avoir de manière régulière, tout au long du projet, différents moments de rétrospective, donc des moments de bilan, où on va faire le point sur, par exemple, le dernier mois écoulé sur un projet, et au bout d'un mois, où est-ce qu'on en est? Au moment de la rétrospective, du coup, on mène cette réflexion en équipe et selon 5 phases. Une phase d'ouverture assez classique où chacun va pouvoir dire avec quoi il arrive, livrer son état d'esprit du monde. Ensuite, on rentre dans une phase de remontée d'infos où on va essayer de mettre en lumière tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est moins bien passé dans un projet, et éventuellement des choses qui sont floues, des questions en suspens. Donc, on a cette première phase qui est une sorte d'état des lieux où chacun y va de ses idées. Vous avez vu, j'ai mis une photo avec des post-it où, voilà, quand on est en équipe face à un tableau, chacun note ses idées sur des post-it et vient ensuite les commenter. En version visio, on peut tout à fait faire ça sous un Padlet ou sous Klaxoon, qui sont 2 outils qui permettent en fait du partage d'idées en ligne, comme si on écrivait sur des post-it. Et à partir de cet état des lieux, on va passer à la 3e phase, qui est une phase où on va essayer de générer des idées. Et c'est là où l'effet du collectif se met en œuvre, où on va essayer en fait de générer des idées sur les points bloquants qu'ont rencontrés peut-être d'autres personnes. S'il y a des infos qui sont remontées comme quoi on a eu de la difficulté à organiser des réunions avec toute l'équipe
qui aurait été un point dans la remontée d'infos. Dans générer des idées, on va essayer d'ouvrir au maximum le champ des possibles. Donc, c'est le moment, on va dire, de brainstorm en fait, de cet outil. Donc, on génère des idées pendant 15-20 minutes pour essayer de lever tous les blocages qu'on a pu rencontrer dans le projet. Et ensuite, on passe à une phase qui est fondamentale, qui est celle où on va décider d'action. C'est le moment du filtre opérationnel, du filtre réaliste. Vous avez vu peut-être sur les post-it, et on voit quelqu'un sur la photo en train de faire des petits points avec un feutre sur des post-it. Et bien ça, tout simplement, c'est un outil de priorisation par points. On va accorder, par exemple, 10 points par personne qu'on va répartir sur les idées qu'on vient d'avoir, celles qui nous paraissent les plus intéressantes. Et ces idées, on va les transformer en actions concrètes. Action concrète, c'est-à-dire c'est quoi cette action, qui la porte, quand est-ce qu'elle démarre, c'est quoi le résultat qu'on va atteindre. Et vraiment, la personne qui facilite ce moment de rétrospective, il faut qu'elle soit exigeante sur la formulation de ces actions pour leur donner les plus belles chances d'aboutissement et ne pas rester dans la bonne intention, la déclaration de bonne intention. Donc, on essaye de transformer ces idées en actions. Ça peut se faire en petits groupes pour plus d'efficacité, par exemple. Et à la fin, on partage et on se retrouve avec quelques actions priorisées et qui sont idéalement le plus définies clairement possible. Pour moi, une bonne rétrospective, c'est une rétrospective où on va avoir peu d'actions, mais qui vont être vraiment claires, définies dans le temps et portées par quelqu'un dans l'équipe. Et puis, 5e phase, un tour de clôture pour savoir comment chacun l'a vécu. Donc, vous voyez, c'est un déroulé en 5 étapes qui peut en fait s'appliquer à beaucoup de formats de réunion. Et où en 1h30, on va essayer de faire un état des lieux, brainstormer, décider d'actions concrètes. Typiquement, dans un projet sur 6 mois, c'est intéressant de faire une rétrospective par mois, mais c'est aussi un outil qui peut s'adapter à la vie d'équipe. Nous, dans notre équipe, on le pratique aussi bien dans les projets que pour le quotidien relationnel. Et là, on fait une rétrospective toutes les 6 semaines sur notre vie d'équipe. Et donc là, c'est essentiellement des points de communication et de relation entre nous qui ressortent. Et on est vraiment sur cette idée de faire le point pour être dans une démarche d'amélioration continue. Alors, je vois qu'il y a des questions en parallèle sur les noms des outils. Tout à fait. Je vais même... On a eu plusieurs questions sur tu parlais tout à l'heure d'outils à distance où on peut faire un peu du brainstorm, écrire chacun des idées sur un post-it virtuel. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les outils? Est-ce que tu en connais en priorité des libres d'accès? Alors, ceux que je connais Miro. Alors, j'en ai entendu parler, je l'ai un petit peu pratiqué, mais j'ai trouvé que c'était pas évident d'accès. Il faut une certaine maîtrise de l'outil pour pouvoir le maîtriser. Mais voilà, je le trouve plutôt efficace, notamment parce qu'on peut faire facilement des schémas, donc avoir plusieurs post-it et tracer une flèche, par exemple. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, j'ai parlé aussi de Klaxoon et Padlet, qui permettent d'avoir des post-it en ligne. Moi, celui que j'utilise de façon préférentielle, c'est Padlet, parce que je me crée un compte, je crée des tableaux Padlet, et ensuite j'envoie le lien URL aux participants, et qui n'ont pas besoin de se créer de compte. Donc, ils ont juste à cliquer dessus, ils peuvent rentrer, ils arrivent sur le Padlet. J'ai déjà tout préparé mes colonnes avec, typiquement pour la rétrospective, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qui a été flou dans le projet. Et les personnes peuvent écrire dans des cartes qui sont l'équivalent des post-it. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et en termes d'outils 100% libres, là, je ne connais pas de nom. J'imagine qu'il y en a, mais je ne peux pas vous répondre précisément. Est-ce que Padlet, c'est gratuit? Oui, jusqu'à un certain nombre de Padlet. En fait, donc moi, je peux me créer mon compte et j'ai le droit, je crois, à une dizaine de tableaux. Si je veux en avoir plus, évidemment, ça commence à être payant. Mais par contre, pour l'envoyer à des participants, c'est gratuit. Alors sinon, nous, on a découvert il n'y a pas très longtemps des outils libres qui s'appellent Colibri, comme l'oiseau. Et donc si vous allez sur le site de Colibri, je vous mettrai aussi dans le chat, je vais vous mettre le lien et vous pouvez accéder effectivement à des outils, notamment de pad, des outils complètement gratuits. Hop.
Alors, il y a une autre question. Je reprends les questions. Alors, hop, on a une question de Stéphane. Que fait-on des idées qui n'ont pas été choisies mais qui peuvent être intéressantes pour certaines personnes? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que la priorisation revient un peu à l'équivalent d'un vote majoritaire, en fait. C'est les idées qui emportent le plus d'adhésion qui sont retenues pour être transformées en action. L'idée de ne pas avoir d'ordre de jour en amont, c'est aussi qu'on n'a pas de compte rendu pour essayer de gagner ce temps-là. Et le pari qui est fait, c'est que si l'idée n'est pas priorisée, c'est qu'elle fait pas suffisamment sens dans l'équipe à ce moment-là. Donc elle n'est pas priorisée par le groupe. Cela dit, si quelqu'un a vu un post-it et que ça lui paraît super intéressant à mettre en place dans ses pratiques, rien ne l'empêche de garder cette idée pour la suite et de la mettre en œuvre à son échelle individuelle. Ça, c'est vraiment pas un problème. Après, je sais qu'il y a certaines équipes qui ont comme pratique de prendre en photo toutes les idées qui ont émergé et de les capitaliser typiquement dans un dossier en se disant peut-être qu'en le réouvrira, on va se rappeler qu'on a une bonne idée à cette rétrospective-là. Donc ça peut être une manière de garder une trace. Mais dans la philosophie agile, le parti qui est pris, c'est de se dire c'est ce qui est retenu, qui est vivant et qui sera conservé par la suite, plutôt que d'essayer de garder trace de tout. Ok. Il n'y a pas pour l'instant de nouvelles questions, donc on va pouvoir avancer sur le quatrième format de réunion. Ouais, quatrième format, donc le forum ouvert, qui est le format le plus long, parce qu'il peut se dérouler sur une demi-journée, voire sur plusieurs jours. C'est un format que je trouve particulièrement intéressant en équipe pour réfléchir à une question complexe. Typiquement sur des questions d'organisation, sur des questions de stratégie. Pour donner un exemple, nous, les derniers forums ouverts qu'on a pu faire en équipe, on en fait 2 par an. Il y en a un où on a fait émerger notre raison d'être d'entreprise et le suivant sur lequel on a posé toute notre stratégie partenariale, par exemple, pour vous donner un peu des exemples. Donc l'objectif, traiter des sujets profonds et complexes. Et encore une fois, même si à l'avance on peut poser un sujet pour un forum ouvert, l'ordre du jour se fait séance tenante. Et là, par contre, il y a un vrai temps dédié à la constitution de l'ordre du jour, qui s'appelle la place de marché. Concrètement, dans notre journée de forum ouvert, on définit des créneaux entre 45 minutes et 1 heure, donc il y en a plusieurs dans une journée. Et puis, chaque participant peut écrire sur des papiers autant de sujets qu'il le souhaite. Les sujets sont pitchés, donc chacun va essayer d'expliquer ce qu'il veut traiter, ce qu'il veut aborder derrière son sujet. Et puis, généralement, on se retrouve avec plus de sujets qu'il n'y a de créneaux dans la journée. Et donc, c'est là où on parle de place de marché et de négociation entre participants pour se dire, voilà, on a 10 sujets, mais 5 créneaux, lesquels, collectivement, on décide d'aborder. Et donc, les participants négocient entre eux pour établir l'ordre du jour. Et donc, concrètement, au mur, on a nos 5 créneaux et on va essayer d'y mettre 5 sujets. Je parle de créneaux de 45 minutes à 1 heure. Cela revient à faire en fait des ateliers qui sont ensuite animés auto-animés en général par le groupe qui est là. Et donc, on va prendre, je sais pas, le sujet stratégie réponse à appel d'offres. Il y a un groupe qui décide de travailler là-dessus et qui va s'auto-organiser pour essayer de répondre à cette question. Il peut y avoir plusieurs petits groupes en parallèle et cela suppose simplement d'avoir des temps, un moment de restitution pour pouvoir recroiser sur les différentes réflexions qu'il y a. Donc, c'est des journées assez intenses. L'idée, c'est de pouvoir se dire que les sujets qui arrivent sont les sujets qu'on a envie de traiter et que les personnes qui sont là sont les bonnes. Le forum ouvert repose sur plusieurs principes, notamment donc celui que je viens de vous citer, ce qui arrive devait arriver, ça commence quand ça commence et ça finit quand ça finit. Autrement dit, quand on est en forum ouvert, il y a une discipline de la part du groupe sur essayer de respecter au maximum les créneaux horaires pour pouvoir garantir en fait la tenue de l'ordre du jour qui a été décidé collectivement. Si c'est un forum ouvert qui est sur plusieurs journées, ce qui est intéressant, c'est d'une journée à l'autre, le matin de la deuxième journée, de pouvoir revoir la place de marché, voir s'il y a des sujets qui ont émergé, s'il y a des choses qui ont bougé,
peut-être des sujets qu'on avait priorisés le jour 1, mais qui sont plus du tout d'actualité jour 2, parce qu'en fait, finalement, on y a répondu ailleurs ou ça a été traité différemment. Et donc, on laisse les participants mettre de l'ordre du jour. Ce qui est intéressant sur ce format, c'est que ça peut se faire dans des très grands groupes. Ça peut aller jusqu'à 200 personnes. Si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des forums ouverts avec une centaine de personnes, c'est vraiment enthousiasmant et de voir toute la réflexion qui peut se créer avec des gens qui ne se connaissent pas forcément, parce que ça ne se pratique pas qu'en équipe, et qui sont capables à plusieurs de faire émerger un ordre du jour et de réfléchir à des sujets en commun. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions sur ce forum ouvert? Alors, du coup, le forum ouvert, est-ce que c'est peut-être plus compliqué sur un format distanciel? Alors, il y a des adaptations qui sont possibles. Évidemment, pour faire la place de marché, il faut des outils comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, Padlet, Klaxon, Miro, et de disposer d'un outil qui permet de faire des sous-salles, en fait, d'avoir la réunion plénière avec tout le monde et de pouvoir se dispatcher facilement dans les différents ateliers. Ça demande un peu de logistique pour la visio et du coup ça demande plusieurs personnes qui sont dédiées un peu à la gestion de l'outil visio, surtout si on est très nombreux. Ok. Eh bien, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, dans l'idée de ces 4 formats, ce qu'il y a de commun pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est l'idée de la spontanéité, parce que comme l'ordre du jour n'est pas fait à l'avance, mais qu'il est fait séance tenante, pour moi, il y a cette dimension où l'ordre du jour est forcément très connecté à l'actualité, parce qu'on amène les sujets qui sont, on va dire, vivants au moment où on débute la réunion. Donc ça, je trouve que c'est une grande force, parce que ça permet aussi, quand on arrive en réunion, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Alors parfois, ça peut arriver qu'on arrive en réunion et qu'on dise non, mais moi, j'ai pas de point à porter. Parfois, on se sent un peu dubitatif sur ce qui va émerger. Et en fait, nous, dans la pratique qu'on a dans mon équipe, c'est des formats qu'on a au quotidien, et ben en fait, je trouve que ça laisse beaucoup de surprises à ce qui peut émerger. Et parfois, des sujets qu'on n'avait pas soupçonnés peuvent sortir en réunion. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ce qu'il y a d'autre de commun entre ces formats, c'est le lâcher prise. Forcément, on ne maîtrise pas l'ordre du jour, sa constitution. Donc il y a une forme de lâcher prise et d'accepter que les sujets qui vont émerger vont être les bons sujets. Ça suppose aussi du coup beaucoup de confiance dans l'équipe, une confiance à amener les sujets qui vont être importants et puis confiance dans notre capacité à les traiter. Et surtout, je trouve que ça favorise la responsabilité de chacun et de chacune. J'ai plusieurs fois parlé d'autorégulation du groupe, de l'ordre du jour. En fait, ces formats-là, vu qu'ils sont très libres finalement, supposent beaucoup de responsabilité de la part de chacun et chacune. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que finalement, on va vers plus d'autonomie et plus de prise de conscience chez chacun, chacune. Cela dit, il y a quand même des limites à ces formats. Moi, j'en vois 3. C'est que c'est des formats qui nécessitent quelqu'un qui facilite, un facilitateur, une facilitatrice, et il faut que cette personne soit formée en fait à ces différentes méthodologies, notamment pour aussi gérer le fait que cette personne va peut-être faciliter la réunion et fait aussi partie de l'équipe ou de l'équipe projet, et donc va vouloir aussi prendre la parole à certains moments. Donc il faut cette capacité à gérer 2 casquettes, facilitateur et participant. Ensuite, il faut qu'il y a cette acceptation de la spontanéité, et je sais que il y a des organisations où c'est pas forcément facile de laisser un ordre du jour se constituer seul. Et donc, je pense qu'il faut y être attentif et se demander si, en fait, s'il y a un terreau fertile pour pouvoir tester ça en équipe. Et puis, une limite que je peux tout à fait entendre, qui est celle du fait qu'il n'y ait pas de compte-rendu. Moi, je le vois plutôt comme un avantage, parce que pour moi, le compte-rendu de ce genre de réunion me demanderait plus de temps que la réunion elle-même. Cela dit, s'il y a des absents, par exemple, évidemment, ils n'ont pas de traces écrites. Et je sais que dans certaines organisations, c'est extrêmement important.
Donc voilà, ça peut être une des limites de ces formats-là. Et dans ces cas-là, il y a évidemment plein de choses à imaginer pour, par exemple, prendre un compte-rendu séance tenante ou ne faire un compte-rendu qui ne va refléter que les prises de décision, par exemple, et pas un compte-rendu exhaustif de la réunion. Enfin, voilà, il y a d'autres formats à inventer de ce point de vue. Et par contre, dans les points positifs que je vois dans ces formats, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est vraiment des espaces d'expression. Je suis surprise et fascinée à chaque fois de voir comment l'ordre du jour peut se constituer en début de réunion sur des points que moi, je n'avais pas du tout anticipé avec mon prisme, mon regard, ma place dans l'équipe. Et du coup, je trouve ça très riche. C'est des formats qui sont très exigeants, vous l'avez vu, ils sont limités dans le temps, assez courts, donc ils nécessitent de commencer à l'heure, de finir à l'heure et d'être très efficace sur la méthodologie. Et c'est ces méthodologies-là qui vont permettre à la réunion d'être efficace et d'être fluide. Et enfin, le troisième point que je vois vraiment positif dans ces formats-là, c'est l'idée d'aller vers de l'autonomie, la responsabilité de chacun, de chacune dans une équipe. Parce que ça veut dire qu'on est co-responsable de l'ordre du jour, on est co-responsable du fait qu'elle commence et qu'elle termine à l'heure. Et puis, on s'engage sur les actions et les projets qu'on prend en réunion. Donc, pour moi, c'est vraiment des formats qui vont aller chercher ça dans une équipe. Peut-être un point sur les questions. Alors, on avait une question de Martine qui se posait la question dans le cadre d'une réunion de travail d'une association qui réunit bénévoles et salariés. Quel format recommandez-vous? Alors, pour moi, c'est vraiment une question. La question du format est vraiment liée à l'objectif, plus qu'aux personnes qui sont là. Si c'est à un moment de partage d'infos, où les bénévoles et des salariés ont besoin, par exemple, de faire le point sur là où on en est sur un projet associatif, par exemple. Je trouve que la rétrospective ou le forum ouvert peuvent être des formats très intéressants parce qu'ils sont relativement larges en termes de traitement de sujet et chacun peut y apporter son idée. Une réunion de triage qui serait très opérationnelle, il peut peut-être y avoir un décalage trop fort entre des points que vont apporter des bénévoles et des points que vont apporter des salariés. Mais encore une fois, ça dépend de l'objectif, de si vous réunissez salariés et bénévoles, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ensemble. Et je dirais que la mêlée est vraiment une réunion d'équipes qui se voient au quotidien. Ça serait peut-être la moins adaptée, je pense, pour mixer un public salarié et bénévole. Ok. Je n'ai pas vu d'autres questions, donc n'hésitez pas. Si vous en avez, il reste encore quelques minutes. Donc voilà, utilisez l'onglet questions pour nous faire remonter vos questions. Hop. Du coup, si on revient peut-être sur ta slide de conclusion. Oui, tout à fait. C'est la dernière. Ouais. Du coup, si on récapitule très rapidement, je pense que tu vas le faire là, sur ta conclusion. Faire un petit peu les points à avoir en tête sur ces réunions et peut-être sur qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on va préparer sa réunion. Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais au tout début de ce webinaire, pour moi, l'idée, c'est vraiment de distinguer des objectifs pour pouvoir adapter les formats. Donc, si vous êtes en capacité de pouvoir vraiment distinguer ça dans vos agendas et de choisir un format par objectif, pour moi, c'est une manière en fait d'aller affiner des formats de réunion. Typiquement, sur des équipes que j'ai accompagnées récemment, ça permet de passer du format de la réunion d'équipe de 3 heures une fois par mois à plusieurs réunions courtes, plus efficaces, mais avec peut-être moins de monde aussi dans la réunion. Donc, c'est-à-dire réunir autour de la table les personnes avec qui on a vraiment besoin de discuter d'un sujet. Donc, distinguer les objectifs de réunion, des réunions qui sont courtes mais régulières. Typiquement, là, moi, j'ai un projet dans lequel je fais une réunion par point toutes les semaines avec les personnes que j'ai dans ce projet. Et on se donne 45 minutes. Du coup, il y a un rythme
sur le projet qui est très intéressant parce qu'on se passe énormément d'informations. Alors, on ne fait pas ça tout au long du projet, mais quand on en a besoin, quand on a vraiment besoin de mettre de l'énergie à un moment, c'est très efficace. Pour moi, il y a l'idée aussi de favoriser l'avancée en petits groupes, comme je le disais, peut-être ne pas se réunir avec toute l'équipe, mais seulement avec les personnes qu'on a besoin de réunir sur un sujet. J'en ai parlé, la tenue du timing est pour moi un point vraiment essentiel dans l'idée de si on se dit qu'on va avoir des réunions plus régulières, d'accord, mais alors le timing est tenu et on essaye de ne pas déborder, parce que sinon on peut vite tomber dans ce côté réunionnite aiguë. J'ai parlé du rôle du facilitateur. Pour moi, c'est un rôle fondamental. Cette personne qui va pouvoir amener de la méthodologie dans une réunion. Concrètement, c'est la personne qui va garantir que le format est adapté à l'objectif et qu'on va bien ressortir avec ce qu'on voulait à la fin de la réunion. Et puis, cette idée d'ordre du jour fait séance tenante pour pas perdre de temps en amont d'une réunion et de traiter les points qui sont vraiment vivants pour une équipe à un instant T. Du coup, on peut faire peut-être le dernier sondage. Bah oui, après avoir passé en revue ces quatre formats, peut-être certains que vous connaissez, peut-être que d'autres que vous avez découverts, peut-être savoir quelle méthode là aujourd'hui vous a parlé et que vous pourriez envisager de mettre en place dans votre équipe. Donc voilà, pareil, vous allez dans l'onglet sondage et donc au choix, il y a la mêlée, la petite réunion d'équipe de 15 minutes, hein, c'est ça? C'est ça. La réunion par point, la rétrospective, notamment dans le cadre d'un projet agile, et le forum ouvert. On va voir ceux qui ont suivi. Et du coup, je profite là parce qu'il nous reste quelques minutes. Il y a une question de Nathalie. Pouvez-vous donner les 2 questions à se poser quand on n'arrive pas à prioriser? Les questions à se poser entre participants, j'imagine. J'imagine aussi. Alors, pour moi, il y a... ça dépend de la... Nathalie me dit que non, c'est pas ça. Bah vas-y, peut-être le temps que Nathalie elle nous réexplique un peu plus sa question. Alors, je dirais que ça dépend aussi de la méthode qu'on a choisie pour prioriser. Est-ce que c'est une priorisation un peu intuitive de, bon, qu'est-ce qui nous semble le plus urgent? Ou est-ce qu'on décide d'un vote par point, par exemple? Normalement, un vote par point, même s'il a les défauts d'un vote majoritaire, permet à plusieurs de trancher sur ce qui nous paraît le plus important. Donc, comme je vous le disais, si on a une dizaine de sujets, va se donner 5 à 6 points par personne. Il faut que tout le monde dépense ses points, son stock de points donné. Et voilà, on priorise les idées qui ont le plus de points. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander à quel point le sujet est important ou urgent. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces critères pour prioriser. Donc ça peut être des questions à se poser. Et puis, il y a finalement, qu'est-ce qui est le plus utile pour nous là maintenant, de quelles ressources je dispose, parce que quelquefois, on peut avoir quelque chose d'urgent, mais pas avoir les ressources dans l'équipe pour y répondre. Donc, je pense que les priorisations peuvent se faire de ce point de vue-là. Ok, bon. Je vois que Nathalie est en train de taper, donc si on arrive à avoir un petit peu plus d'explications, peut-être qu'il faudra affiner. Je reviens sur l'onglet sondage et alors c'est plutôt la réunion par point qui est le plus intéressé en tout cas, ou qui le forum ouvert 0. Il n'y a pas il n'a pas du tout fait l'unanimité là. Okay. C'est le format peut-être qu'on a le moins l'habitude de croiser. Si vous avez l'occasion d'aller dans des événements, notamment des événements comme l'Agile Grenoble, en tout cas des événements qui sont pratiqués, où on pratique justement les méthodes agiles, c'est un format qui est intéressant à vivre au moins une fois. Je conçois tout à fait que tant qu'on l'a pas vécu, ça peut être difficile de s'y projeter. Alors très rapidement, pour qu'on reste dans le timing, Nathalie qui dit, vous avez évoqué qu'il fallait se demander qui peut m'aider à débloquer le point, si une personne se rapproche d'elle plutôt que de traiter en équipe. Et il y avait une autre question que du coup Nathalie n'a pas eu le temps de noter.
Je ne sais pas si ça Ah te... oui, alors c'était pas pour la priorisation en fait, ça c'était pour vraiment dans la réunion par point, dans l'idée de choisir quel point en fait on met à l'ordre du jour. C'était plus, oui non, ça dans une auto-priorisation des sujets qu'on apporte. Donc en effet, il y a l'idée de est-ce que j'ai un blocage? Est-ce que je sais qui peut me répondre? Si oui, bah, je vais voir directement cette personne. J'ai un blocage, j'ai besoin de le partager parce que je ne sais pas qui peut m'aider. Donc, je l'apporte à l'ordre du jour. Et c'est le facilitateur qui va m'aider, qui va m'orienter en fait vers la bonne personne parce que je vais pouvoir exposer ma difficulté, mon problème ou juste la question que j'ai. Je vais pouvoir l'exprimer à l'assemblée. Et puis, il y a aussi l'idée de j'ai besoin de partager une info au collectif. Bon, bah ça, typiquement, c'est un point que j'amène dans l'ordre du jour de la réunion par point. Ok, eh ben merci. Du coup, on arrive à la fin de ce premier atelier. On a respecté le timing. Donc, je vous remets les dates des prochains ateliers. Hein. Donc, on aura en novembre, le 10 novembre, un atelier, donc toujours avec Jeanne, sur développer son agilité avec la rétrospective. Donc, on vous en a parlé un petit peu rapidement aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller plus loin dans l'explication dans ce deuxième atelier. Le 26 novembre, ce sera prioriser ses tâches, même urgentes. Et le dernier, ce sera zéro mail interne. Mais écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce premier atelier donc, de cette série intitulée L'art de minimiser le travail inutile. On vous remercie en tout cas pour toutes vos questions et votre attention. Et du coup, on espère vous retrouver au prochain atelier. Merci à tous. Et puis Bon à après-midi.